Comme ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un bout d'assiette avec son décor. Ici, je viens de temps en temps, il y a des bouts de verre, oui, assez souvent, mais ça, c'est la première fois que j'en trouve un ici. Mais enfin, bon, il est peut-être pas tout seul, ce morceau d'assiette. Théoriquement, il ne devrait pas être tout seul. Donc, on va chercher encore. Il est bien parce qu'il a une bonne forme, aucune agressivité, pas ébréché. Donc celui-là, il est vraiment très bien. Vous voyez ça? En plus, il y a des ombres avec. Ça, c'est beau et c'est le deuxième aujourd'hui, c'est assez rare quand même. C'est vraiment assez rare. En fait, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est ce côté très, très rigoureux de ce métal qui n'est pas du tout meurtri, très fin, précieux parce qu'il est un peu chatoyant. Et je trouve que c'est un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un contraste avec la graine. C'est une association qui est telle que les deux éléments se mettent en valeur. Je trouve que tout d'un coup, cette graine, qui pourrait avoir l'air un peu pâteau dans d'autres circonstances, ça lui donne une légèreté parce qu'elle est dans l'espace. C'est à la fois naturel et géométrique, on pourrait dire. Là, on est essentiellement quand même dans des matériaux naturels. Là, c'est plutôt des morceaux de verre. Là, on est dans le verre. Un fond de bouteille. Ah, bah ça, c'est des petits morceaux de faïence. Toute la charge émotionnelle qu'on peut avoir relativement à des objets, elle change suivant les gens. La définition du bijou, je dis souvent qu'elle est très fluctuante, hein, on a un peu tous les droits. On peut aussi prendre n'importe quelle chose qu'on ramasse, un caillou ou un clou, et puis se le mettre autour du cou avec un bout de ficelle. Et on pourrait dire que le bijou, c'est un petit objet chargé de sens, tant qu'à faire, et qui est conçu et réalisé en relation avec le corps, pour être porté. Si on reste sur cette idée-là, qui est l'idée, il me semble, la plus traditionnelle et culturelle, je veux dire qu'un bijou, c'est ça, ou alors ça s'appelle autre chose. On peut se demander que devient le bijou quand il n'est pas porté, puisque s'il a vraiment été conçu avec cette optique d'environnement et qu'il est lié à son environnement qui est le corps, quand il n'est pas porté, s'il est posé là sur la table ou dans une vitrine, qu'est-ce qu'il devient? Forcément, il manque quelque chose, il en manque un bout. Et il est amputé de son environnement, donc il ne peut pas vivre. Enfin, j'imagine ça. Donc, on peut constater ça et puis dire que... et puis en rester là. Ou alors, on peut s'amuser à essayer de réagir par rapport à ça. Sans son environnement, le bijou n'est plus rien, il n'existe plus. Ou alors, on peut dire quand même que le bijou, par exemple, est en fabrication et qu'il est en devenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans son environnement, mais il le sera un jour. Ou alors, le bijou est à l'agonie parce qu'il a été porté pendant longtemps, donc il a vécu dans son environnement, puis maintenant, il termine sa vie dans un tiroir. Donc, en fait, entre son devenir et son agonie, le bijou, la vie du bijou, elle se passe quand il est sur le corps. Si on considère qu'il est, surtout pour un créateur, intolérable d'imaginer qu'un bijou c'est rien quand c'est pas porté, c'est encore pire pour un galeriste qui doit les exposer, puisque le corps n'est pas dans les galeries non plus. Si on considère ça, on peut réfléchir à plusieurs solutions. Si vraiment on est très embêté par ça, on arrête de faire des bijoux carrément. Ou alors on fait des bijoux qui ne s'appellent pas des bijoux, donc on sort de la définition, on n'a plus cette référence, on n'a plus à rentrer dans ce cadre. Mais la solution la mieux, ça serait de faire les bijoux directement sur le corps et puis de les laisser là. Voilà.
Alors, ça c'est la coupe Parce qu'il faut faire ça de façon très très rigoureuse. Il ne faut pas meurtrir le fil, il faut qu'il soit impeccable, quoi. Il faut qu'il ait son élégance. De petites boucles qui ne sont pas de la même hauteur puisque la graine évidemment est irrégulière. Et je vais monter tout le collier comme ça. Il y aura toujours un truc un peu meurtri là. Et c'est donc pour ce genre de travail très simple. C'est la même chose que quand on travaille avec du fil de fer. Il faut réussir tout du premier coup. Et donc il faut prévoir le geste, il faut prévoir comment on va s'y prendre, comment on va tenir. Et puis hop, on tourne ce qu'il faut pour arriver à l'angle qu'on veut ou à la courbe qu'on veut. Et puis on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'après, le matériau, parce que c'est un matériau ce fil, hein, ben là il est abîmé. Il y a un truc que je dis toujours aux élèves, qui est très dur, mais je crois qu'il est très vrai, c'est que l'élément, dans un objet, un bijou ou autre chose, dans une sculpture, dans n'importe quoi, l'élément le plus médiocre détermine la qualité de l'ensemble. On perd toute la magie. Et ce que j'appelle la magie, c'est simplement le fait, quand un objet est fini, donc un bijou, justement de ne pas penser il faut oublier qu'il a été fabriqué. Il faut oublier ce côté laborieux. Il faut que tout soit complètement fluide et naturel comme ça. Et ce petit élément qui est médiocre, ça fout tout en l'air. Ça, c'est des œufs d'autruche. Ça, c'est une calebasse. Ils les appellent les bagages nomades. Il aime beaucoup le mélange nature et industrie. Et Semiakir, c'est une histoire très passionnante et très profonde, évidemment, parce que c'est un personnage avec lequel j'ai eu vraiment des échanges. J'ai fait 25 pièces pour qu'il puisse choisir un peu. Il en a pris une quinzaine, qui n'étaient pas des bijoux parce qu'il ne voulait pas de bijoux, c'était des objets qui découlent d'une réflexion sur le nomadisme, qui se portent en bandoulière, qui sont des bagages un peu symboliques. J'ai beaucoup regardé des nomades dans des livres, dans des revues, aussi en voyage d'ailleurs, en vrai, pour essayer de comprendre un peu et de comprendre et d'apprécier surtout cette façon qu'ils ont de savoir de façon ancestrale porter des charges. Parce qu'ils ont très lourd à porter et très souvent sur d'énormes distances. Ils savent comment s'organiser, comment répartir le poids par rapport au corps. Une expression qui est tout à fait vraie dans notre vocabulaire, c'est l'expression con comme une valise. Parce qu'il n'y a rien de plus stupide qu'une valise pour se casser le dos. Je veux dire que nous, on ne sait pas porter quelque chose. Alors que les nomades, ils ne se cassent pas le dos parce qu'ils n'ont pas de valise. C'était pour une exposition que nous avons eue ensemble. L'assiette telle qu'il l'a trouvée. Et voilà ce que ça a donné avec de l'acier. Alors là c'est vraiment de la poésie. Ça, c'est typiquement Gilles. Ce sont des galets de rivière qu'il monte avec des fils d'acier. J'en ai eu du lac Léman, j'en ai eu de la Durance. C'est très beau ça. Alors, graines entada, les très grands haricots, petites graines entada, coquillage, sulfure de fer du désert. C'est-à-dire que ce sont ses trouvailles à lui. C'est son œil à lui qui découvre comme ça dans un désert, par terre, même dans des villes, des morceaux qu'il assemble. Et alors, être un créateur, c'est savoir les rassembler. Et être un bon créateur, c'est que ça donne un bel ensemble. C'est la force de Gilles.
Les femmes qui achètent les bijoux de Gilles, c'est pour la poésie du bijou. C'est vraiment une démarche très personnelle et presque intellectuelle, dirons-nous. Ils sont faits pour porter une histoire, une jolie histoire. Il y a une clientèle particulière et il y a des galeries. Donc c'est des choses comme ça ponctuelles, des expos, des achats ponctuels. Et puis j'ai travaillé aussi pour quelques grandes maisons qui étaient tout à fait passionnantes, évidemment. Et au début, j'ai travaillé un peu, non pas pour Courrèges, mais je l'ai rencontré, puis il aimait bien mon travail. Donc il m'a acheté quelques pièces, des bijoux en argent dans les années 70, plusieurs fois, hein. J'allais le voir de temps en temps, il m'achetait 4 ou 5 ou 6 ou 10 bijoux comme ça. Mais ce n'était pas des bijoux que je faisais spécialement pour lui, c'était ma production artisanale, entre guillemets, quoi. Et puis après, j'ai eu d'autres rencontres. J'ai travaillé avec la maison Morabito pendant pas, au moins 3 ans, dans les années 70, 73, par là, où j'ai fait de la création de modèles certains destinés à la série, d'autres qui restaient des pièces uniques. Après, j'ai eu une période où j'ai travaillé pas mal pour des fabricants de bijoux, des maisons comme Ogis à Lyon. Pas plus. Voilà, ça bougera plus jamais. Ce titre de maître d'art, d'abord c'est un titre, hein, c'est pas du tout, c'est pas une décoration, c'est pas le résultat d'un concours, c'est un titre donné par le ministre de la Culture à certaines personnes du domaine de la création, des artistes, des artisans, des designers. La plupart des maîtres d'art, mais c'est pas mon cas, détiennent des savoir-faire ancestraux en perdition. Moi, c'est pas du tout mon cas. La bijouterie n'est pas du tout en perdition, hein. Mais il y a des métiers qui le sont. Ce qui est très intéressant dans ces maîtres d'art, c'est la fonction qu'on a. Et la fonction, c'est de transmettre ce qu'on veut ou ce qu'on peut avec une aide, un financement du ministère, donc à un élève ou une élève de notre choix, pendant 3 ans, enfin pendant une année renouvelable 2 fois, donc ça peut faire 3 ans si tout va bien. Donc effectivement, moi j'ai eu une élève comme ça pendant 3 ans, pas à temps complet bien sûr, mais régulièrement, qui s'appelle Marianne Ancelin, et qui maintenant est dans la vie active de façon qui me semble positive. C'est fait main évidemment, hein, c'est des rayons qui sont rivetés au bout. Le moyeu est fondu, c'est autre chose, mais non, c'est très bien. On trouve dans des subtilités de rapport entre des couleurs et des matières, et des proportions et des dimensions et des finesses et des subtilités de relations entre des formes et des couleurs. Je trouve que le précieux, c'est là que je le vois, que je l'imagine le mieux, beaucoup plus que dans le prix des matériaux. J'ai trouvé un équilibre qui me convient bien entre l'activité que je passe ici, de création, de réflexion, et puis la pédagogie. Je trouve que les deux s'enrichissent beaucoup. C'est-à-dire la pédagogie m'oblige, enfin m'oblige, c'est pas une obligation, mais c'est une évidence à rester dans l'actualité, puisque je reste toujours avec des gens qui ont 25 ans. Et en plus, m'oblige à beaucoup réfléchir, parce que les élèves sont souvent avides de questions. Donc ils me posent des questions, je ne connais pas toujours les réponses, donc il faut que j'y réfléchisse, que je leur donne les réponses le lendemain. Alors il s'agit d'un problème que je pose souvent à des étudiants,
à propos de ces relations entre le corps et l'objet, c'est lequel des deux, entre le corps et l'objet, met l'autre en valeur. Et il n'y a pas forcément de réponse, ou il y a toujours une réponse, mais c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de règle en fait. Ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Parce que c'est pas une bouteille, ça. Enfin, c'est du verre en tout cas. En tout cas, ça vient de la plage. Je les traite avec une légère couche extrêmement fine de silicone, de façon à ce qu'ils restent comme ça. C'est une partie de la création, c'est répondre avec le langage qu'on a, que ça peut être un langage plastique ou musical ou poétique ou autre. C'est répondre à toutes les rencontres, tout ce qui peut nous interpeller dans la vie, que ce soit des rencontres avec des gens, avec la nature, avec des événements politiques, ça peut être des grands événements ou des petites histoires comme ça. Ça, c'est une hache de pierre qui vient d'Afrique. Celle-là aussi, la petite, là. Et bon, c'est un objet que je trouve très intéressant. Et je l'ai percé, puis je l'ai transformé en bague, qui se met comme ça. Là, il y a ce côté un peu radical de prendre une arme et puis carrément de mettre le doigt dedans, de la traverser, de la mélanger avec le corps. En fait, c'est un coquillage archéologique de l'époque néolithique qui vient d'Afrique de l'Ouest. Et il paraît que ces coquillages, à cette époque-là, servaient de monnaie. Le coquillage est relié à ce gros anneau. J'aime bien des anneaux qui ont du corps comme ça, en argent. Et c'est relié par ce caoutchouc. J'ai travaillé pour Persbook, alors là c'était passionnant, c'est un grand couturier, donc j'ai fait toutes les collections pour la haute couture pendant 8 ans. À chaque collection, 2 fois par an, c'était 50 pièces, donc en 8 ans j'ai fait 800 pièces uniques pour lui, donc ça c'est un travail très très excitant, passionnant et dynamique évidemment. Je pense que c'était entre 81 et 89 ça. Maintenant, depuis 3 ans, je fais des recherches pour Hermès, dont on parlera peut-être plus tard, mais pour l'instant, comme c'est en cours, on n'en parle pas. J'ai coupé la graine en deux et j'ai reconstruit la graine en mettant ça, qui est une plaque d'argent. Et il y a toujours la chaîne du pendentif ou le câble, le lacet, on ne sait pas dans ces cas-là où mettre. Puis un jour, j'ai vu quelqu'un qui venait de passer l'aspirateur et qui après a rangé le fil d'aspirateur en appuyant sur le bouton et l'aspirateur a avalé son fil. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça c'est génial. Il faut que je fasse des pendentifs qui avalent leur fil. Ça revient à ça. Alors, ça, c'est l'idée de l'aspirateur au départ. Quand je rentre la chaîne, il y en a la moitié d'un côté, la moitié de l'autre côté, pour éviter que ça s'en mêle. Le fait d'utiliser, comme je fais, des matériaux synthétiques, associés à des matériaux naturels, ou le contraire, mais enfin ils sont toujours ensemble, ça symbolise des choses évidemment et dont je n'étais pas forcément conscient au début. Hein. Je veux dire, on n'a pas forcément d'abord une réflexion et des idées, puis après on se met au travail pour exprimer ces idées ou pour les mettre en valeur. Quelquefois on travaille avant et après on regarde le travail pour essayer de comprendre ce qu'on a fait. Et donc là, effectivement, je me rends compte que ces matériaux symbolisent beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce qui est matériaux synthétiques symbolise notre monde manufacturé et technique et technologique, et toujours en avant, et toujours en progrès. On dit on n'arrête pas le progrès, donc ça ne s'arrête pas, c'est une machine infernale, ce progrès. Et puis tous les matériaux naturels symbolisent évidemment la nature. Et en fait, moi je pense que si on réfléchit, si on pense à l'écologie par rapport à ça, c'est-à-dire l'écologie, ça vient bien de là, cette prise de conscience. Ça vient bien du fait qu'avec toutes nos inventions, on a commencé à détruire notre terrain de découverte, ce qui est la nature. Et en fait, les deux activités de base de l'être humain, je pense que c'est justement découvrir et inventer. La première chose, c'est le regard sur notre environnement naturel et des découvertes à partir de là. Et à partir de ces découvertes, on imagine des inventions. Et maintenant,
L'écologie, c'est ça. Maintenant, nos inventions commencent depuis longtemps, à détruire notre terrain de découverte. Moi, je n'ai pas de recette. Simplement, je trouve qu'il faut arriver à avoir un fonctionnement intelligent et équilibré entre la protection de la nature et évidemment nos inventions, parce qu'il n'est pas question de s'arrêter d'inventer.